chers téléspectateurs, nous sommes le samedi 14 mars 2026, journée qui a eu une grande particularité parce que c'est la veille de l'élection présidentielle 2026, tout en relevant que la campagne électorale s'est arrêtée le vendredi hier à minuit. Pour ceux qui ne le savent pas, au Congo-Brazzaville, il y a une élection présidentielle au cours de laquelle il y aura 7 candidats, dont le candidat président Denis Sassou Nguesso et 6 autres. Pour ceux qui ne connaissent pas les 6 autres, il y a Destin Mélène Gavé, je crois que c'est le Benjamin. Ensuite, nous avons Joseph Kinyombi Kiambungu. Nous avons Dave Mafula. Nous avons Vivien Manangou. Nous avons Mabio Mavungu Zinga. Et nous avons Angios Ngambi. Donc, ils vont compétir demain dimanche pour l'élection présidentielle. Âgé de 82 ans, il aborde sa 5e campagne électorale depuis son retour aux affaires en 1997. Mais il a en réalité dirigé le pays depuis 1979, à l'exception d'une période de 5 petites années. Au cours des 5 prochaines années, même s'il y a des difficultés, notre pays ira de l'avant, sans aucun doute, il ira de l'avant. Pour son premier meeting, Denis Sassou Nguesso avait choisi Pointe-Noire, la capitale économique et pétrolière sur la côte atlantique. Il a vanté son bilan et veut poursuivre, insistant sur la priorité accordée à la jeunesse pour qu'un jour elle prenne le relais, insiste-t-il. Il sait qu'elle le lui reproche avant tout son âge et le peu de perspectives qui s'offrent à elle dans un pays où la moitié des habitants vit sous le seuil de pauvreté. Ce que la jeunesse demande, c'est d'être en paix, c'est de travailler, c'est de nous donner en fait le meilleur qu'on mérite. C'est pas seulement d'exploiter notre richesse et de ramener à l'étranger et après au final, il n'y a rien qui se passe. On nous donne des projets mais qui ne tiennent pas. On est fatigué de ça. On veut le changement. Dans ce contexte, 6 candidats d'opposition tentent malgré tout leur chance. Mais sans grands moyens, ils essaient de se faire connaître avec des meetings dans le pays. Il s'agit de Destin Gavé, Vivien Manangou, Zinga Mabio Mavungu, Joseph Kinyombi Kiambungu, Angios Gangia Ngabe et enfin Dave Mafula. Et vous savez qu'aujourd'hui, le 14, il n'y a pas de campagne. La campagne est terminée. Mais il y a aussi une particularité, c'est que le 12, il y a eu l'élection par la force publique, pratique qui est contestée par beaucoup d'acteurs politiques, parmi lesquels les opposants, parce qu'on ne comprend pas pourquoi ça se fait en 2 séances et ça suscite beaucoup de réactions, ça suscite beaucoup d'interrogations. Et comme dans notre pays, l'élection appelle souvent à ce qu'on parle de la fraude, de la manipulation, de l'instrumentalisation. Il y a fort à penser, surtout que le candidat président a la particularité, c'est celle d'être le commandant-chef des forces armées et c'est
la force publique qui est en jeu. Donc, il y a cette particularité, mais beaucoup de voix se sont déjà élevées pour qu'on supprime cette pratique et qu'on revienne à la pratique ancienne qui faisait que tout le monde votait pratiquement le même choix. Alors, je vais donner, avant de rentrer dans la thématique principale, quelques informations. La première information est liée un peu à ce qui se passe dans le Moyen-Orient, avec les tensions qui s'y déroulent, avec la fermeture du détroit d'Ormuz, avec la question du pétrole qui devient une question extrêmement importante où on est obligé de puiser dans les stocks stratégiques, etc. Et avec beaucoup de risques de conflits au niveau du détroit d'Ormuz. Mais ce que nous allons relever, c'est la volatilité des prix du baril du pétrole. Lundi dernier, il a franchi la barre des $100. Il a pratiquement atteint 118, $120 avant de redescendre. Par la suite, il était un peu redescendu, mais ce matin, les voix se sont élevées pour dire que on avait atteint les $100, etc. Donc, c'est une situation extrêmement particulière qu'il faut suivre de près, d'autant que tout le monde s'attarde à dire que 20% du pétrole consommé dans le monde passe par le détroit d'Ormuz et la fermeture justement du détroit d'Ormuz pose un certain nombre de problèmes qui auront des conséquences, soit en termes d'inflation, soit en termes de coûts du carburant, etc. Mais enfin, on suit. Vous écoutez Europe 1, alors moi j'ai une question à vous poser, bien évidemment, avec cet espace aérien qui est complètement bloqué, également l'espace maritime, le détroit d'Ormuz qui est bloqué, ça représente 20% des transferts pétroliers. Ce qui m'intéresse, ce sont ces 60 navires sous pavillon français ou avec des capitaux français qui sont actuellement bloqués dans le Golfe. Comment déjà assurer leur protection, ça on pense que, on espère en tout cas que l'État français y pense, mais c'est surtout, ça vient complètement bloquer le trafic. Ça aussi, ça va être un gros souci dans les prochains jours. Jean-Michel Salvatore. S'il s'agit de pétroliers, évidemment que la situation actuelle, le fait que le détroit d'Ormuz soit bloqué, ça va forcément faire monter les prix du pétrole. Avant, à l'intervention, on était autour de 70 dollars le baril, et là, il y a des projections qui vous disent que on pourrait arriver assez vite à 130 dollars le baril, c'est-à-dire un doublement du prix du pétrole. Donc évidemment, c'est un gros point d'interrogation, c'est une source d'inquiétude pour toutes les économies du monde, puisque le pétrole, c'est comme le sang qui coule dans les veines de l'économie. Surtout que après l'attaque de l'Iran par Israël et par les États-Unis, l'Iran a réagi en s'attaquant y compris aux pays voisins qui sont les pays du Golfe, qui sont en fait les grands producteurs du pétrole. Donc, c'est une situation qu'il faut suivre de près. Et à titre de rappel, nous pouvons rappeler qu'au niveau du budget de la loi des finances 2026 du Congo, l'hypothèse du cours du baril du pétrole était retenue, si je ne me trompe, à 63 dollars. Et la moyenne des prix des hydrocarbures au Congo au cours du 4e trimestre était autour de 62 dollars. Donc, vous voyez, mais c'est une situation qui devrait amener les pays comme le Congo à réfléchir, parce que si ça atteint des pics ou ça atteint des niveaux de l'ordre de 100 dollars ou de plus de 100 dollars, le Congo devrait examiner sérieusement si ça a l'avantage et si ça lui permet de faire entrer davantage de recettes financières, etc. Donc, c'est une situation que les gouvernants congolais doivent suivre de près. Mais de façon générale, en termes de tensions, en termes d'aspects géopolitiques et géostratégiques, il est bon que les Africains s'organisent, qu'ils prennent position parce que on a le sentiment qu'on va dans le monde vers une situation où les faibles seront écrasés. Mais s'ils sont nombreux, il est bon qu'ils s'accordent pour se mettre ensemble et essayer certainement d'avoir des politiques, des visions communes. Donc voilà pour ce qui est du premier point que je vais donner à titre d'information. Le deuxième point, nous allons parler de la grogne sociale. Elle est connue de tout le monde. Nous essayons d'avancer assez souvent des solutions. Il y en a qui n'ont pas du tout été acceptées par les gouvernants, notamment la réduction du train de vie de l'État, notamment la lutte contre la corruption, notamment un certain nombre d'aspects. Mais au niveau, nous prenons une situation qui s'illustre clairement, c'est celle des retraités.
nous avons été surpris parce que les retraités ont touché leur pension du mois d'octobre à partir du 24 février. Et ces jours-ci, on est en train de leur verser la pension du mois de novembre 2025. Ce qui fait que on est en train certainement d'apurer les arrières, mais ça demeure. Mais il faut avoir le bon contour de la situation des retraités parce qu'ils ont pratiquement 50 mois d'arriérés de pension. Aujourd'hui, il y en a 2 au titre au titre de l'année 2026. Il y a 1 mois au titre de l'année 2025 et il y en a 2 au titre de l'année 2024. Les syndicalistes avaient essayé de mener des actions pour que l'on appure ces 5 mois-là, c'est-à-dire les 2 mois de 2026 et puis le mois de 2025 et puis les 2 mois de 2024. Mais visiblement, les retraités ont été surpris et ils se sont dit qu'on va probablement une amélioration qui va permettre qu'ils touchent leur pension concomitamment avec les salaires et qu'il n'y ait pratiquement plus de retard. Donc, ils attendent incessamment la pension du mois de décembre 2025 et ils espèrent qu'on va rentrer dans l'autre pour qu'on retrouve le tempo normal au niveau de l'année 2026 parce que ça fait déjà janvier, février et le mois de mars est en train de courir. On craint que la situation ne bouge pas du tout et qu'elle reste pratiquement stable à ce niveau. Voilà un peu. Maintenant, la dernière information que nous tenions à donner, c'est nous sommes préoccupés par cette situation d'une justice à 2 vitesses, sinon d'une justice sélective. Nous le disons pourquoi. Mais parce que les Congolais ont suivi ce qui se passe au niveau de la Fédération congolaise de football. Malheureusement, nos résultats en matière de football sont extrêmement mauvais. On part à présent en République du Congo où le football est dans la tourmente. La FIFA a annoncé la suspension de la FECOFOOT jusqu'à nouvel ordre pour ingérence gouvernementale. Une décision prise à la suite de la mise en place d'un comité ad hoc par le ministère des Sports en septembre 2024. Une mise en place jugée contraire au statut de la FIFA et de la CAF. 4 jours après cette décision, le ministre des Sports a réagi en précisant la position du gouvernement sur cette affaire. Écoutez-le au micro de Vivace Mambouane. En évitant au mieux toute forme d'ingérence, le ministère dont j'ai la charge va résolument poursuivre ses efforts de médiation entre les parties en conflit, notamment le comité exécutif et la commission ad hoc, pour rechercher les compromis nécessaires à la sortie de crise et à la levée de la suspension. L'avenir de notre football en dépend. Mais ils se sont rendus compte qu'il y a des problèmes de gestion au niveau de cette fédération. Et il y a eu un procès ces jours-ci, procès qui touchait le président de la Fédération congolaise de football, Guy Blaise Mayola, semble-t-il, avec certains membres de cette fédération, avec certains membres de cette famille. Et ça touche pratiquement des questions de détournement des deniers publics, de blanchiment d'argent, d'usage du faux et de l'usage de faux, pratiquement des conflits d'intérêts, etc. Et le procès a eu lieu. Et Guy Blaise Mayola, qui n'était pas présent, qui a été condamné par contumace à la prison à perpétuité avec un de ses fils. Et quelques-uns de ses collaborateurs ont été condamnés à 5 ans. Mais le problème de fond, c'est pas là. Nous sommes heureux qu'on s'occupe de la lutte contre les détournements, contre la corruption, etc. Mais nous regrettons et nous déplorons que ça soit fait de façon sélective. Parce que la loi congolaise est claire. Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne doit être favorisé ou désavantagé par rapport à son origine familiale, par rapport à son origine ethnique, par rapport à sa condition sociale, par rapport à ses convictions politiques, religieuses. Et pourquoi nous soulevons ce problème? Mais parce que pendant qu'on a jugé Mayolas, et nous le regrettons assez souvent parce que vous savez que notre ancien président Pascal Lissouba avait été condamné dans le procès Oxy. Et il avait été condamné, je crois, près de 30 ans.
de travaux forcés et a payé une amende de près de 25 milliards de francs CFA. Alors, lorsqu'on vit ça, on est surpris qu'il y ait des cas de scandaleux crimes économiques et financiers connus de tout le monde, mais pour lesquels on reste silencieux. Le cas le plus scandaleux aujourd'hui, qui apparaît scandaleux au vu des images, mais c'est le Trésor Gate, où pratiquement notre compatriote Armel Zidane Dongou, qui avait été déjà, pour lequel plutôt un mandat, une réquisition avait été faite aux fins d'interdiction de sortie du territoire national, un mandat d'arrêt international avait déjà été émis, mais les Congolais ne comprennent pas ce qui se passe et le gouvernement ne communique pas là-dessus parce qu'il y a d'abord eu la rumeur comme quoi il avait assisté au mariage du fils Bongo Junior. Ensuite, il est apparu, dit-on, dans les équipes de campagne du candidat président Denis Sassou Nguesso. Et ça fait beaucoup, ça crée un malaise, ça crée des frustrations, ça crée des rancœurs, parce que c'est comme s'il y avait deux catégories de Congolais. Tout comme on peut évoquer le cas du député Idever Moigny, qui lui également avait été arrêté, avait été évacué, et maintenant il se retrouve dans les équipes de campagne. Les Congolais se posent la question, que se passe-t-il? Pourquoi une justice à deux vitesses? Pourquoi une justice sélective? Alors que les gouvernants ne cessent de crier que dans le domaine, c'est la tolérance zéro. Non, il faut prendre en charge tous ces dossiers. Et nous ne nous fatiguerons pas de les rappeler. Il y a le problème des excédents budgétaires, estimé par certains analystes à 14 000 milliards de francs CFA, pour lesquels le président de la République avait pris des engagements pour qu'ils soient versés dans un compte de stabilisation à la Banque centrale, qu'un audit soit réalisé chaque année, qu'aucun franc ne soit retiré sans la moindre loi de finances rectificative. Jusque-là, et pourtant, nous traversons une grave crise multidimensionnelle dont le volet économique et financier est extrêmement préoccupant. Nous avons également des problèmes au niveau des malversations financières au fonds de soutien à l'agriculture. Là aussi, les choses sont très claires. Nous avons des problèmes de révélation des Panama Papers. Nous avons le FIGA Gate. Nous avons le Trésor Gate. Nous avons la dissipation de 6 milliards au niveau des bourses chaque année. Face aux deux chambres du Parlement réunies en congrès le 28 novembre à l'occasion de la fête de la proclamation de la République, le chef de l'État du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, a mis en lumière un détournement de fonds de 6 milliards de francs CFA chaque année, un pactole destiné à payer la bourse des étudiants. Le recensement biométrique des étudiants inscrits dans les universités publiques à Brazzaville a permis de constater que l'État ne devrait décaisser que 3 milliards de francs CFA par an, au lieu de 9 milliards exigés pour le paiement des bourses. Est-ce à croire que 6 milliards de francs CFA se dissipent chaque année sans jamais laisser de traces? Ensuite, les enquêtes diligentées dans certains établissements à budget de transfert ont révélé des écarts considérables entre les ressources financières sollicitées et les coûts réels des charges à couvrir, causant de la sorte un grave préjudice à l'État. Soki ezalaka te mokonzi te bango moko na moko na moko nakoki kotelemisa boye nalobi yo ozalaka boye osalaka boye oyibaka awa. Alors, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. On a le sentiment que la société congolaise est divisée en deux. Il y en a une qui peut se permettre tout, y compris les vols, les détournements, etc.
Ils sont libres, ils ne sont nullement inquiétés. Et c'est pour ça que nous revenons assez souvent sur ce que nous considérons dans le même créneau comme injustice par rapport à Jean-Marie Michel Moukoko et André Okobisa-Dissa. Et nous en apportons les preuves de cette injustice flagrante, etc. Alors, les Congolais qui sont frustrés par ce qui se passe exhortent les gouvernants à prendre les dispositions pour que tous les Congolais soient logés à la même enseigne et que ces dossiers soient traités de la même façon. Figurez-vous que Guy Blaise Mayoras est condamné à la prison à perpétuité. Vous vous rendez compte de ça? Et il doit payer, je crois, une amende de 100 millions de francs CFA. Et il semble qu'il est accusé pour des détournements des fonds équivalents pratiquement à 1,1 million d'euros, somme extrêmement importante, etc. Alors pourquoi on fait les deux poids, deux mesures? Non, il faut que tous ceux qui sont concernés par les questions, et je crois qu'au sortir des élections, c'est l'un des problèmes, l'un des combats que nous devons mener, amener les gouvernants à faire en sorte que ces problèmes soient traités dans la justice, dans la transparence, et que tout le monde puisse se sentir que l'on est, et tout le monde est égal devant la loi, et tous les Congolais sont égaux devant la loi, et qu'on ne devrait pas avoir de problèmes là-dessus. Donc, je crois que c'est une situation, et évoquant ce problème, je continue avec la situation de l'avocat Ben Masuka, qui a été arrêté le 9 juillet 2025, pour lequel on avait parlé de flagrant délit, pour lequel il était avec cette personne et on disait que les preuves étaient accomplies et qu'il a... Mais pourquoi il n'est pas jugé? Et s'il n'y a rien dans le dossier, mais il faut le libérer calmement, proprement. Et c'est pour ça qu'il y a un malaise. Et moi, ce qui me surprend, c'est que les gouvernants, après ça, donnent un cachet particulier à la notion de la paix. Est-ce qu'on peut avoir la paix lorsqu'il y a des injustices, lorsqu'il y a des frustrations dans ce genre de domaine? Je dis non. Je dis non. La loi est la même. Et j'aime toujours ce passage qui consiste à dire la loi est dure, mais c'est la loi. Elle doit s'appliquer à tout le monde dans sa rigueur. Nul n'est au-dessus de la loi. Et je crois que si nous ne réglons pas ce problème fondamentalement, nous aurons un certain nombre de choses que nous devrions regarder. Et je crois qu'il faut que les gouvernants prennent conscience de ce que ça crée beaucoup de malaise, beaucoup de frustration et beaucoup de rancœur. Prenez tous les dossiers, ils sont connus de tout le monde, prenez tous les dossiers et traitez-les de la même façon pour qu'on puisse avancer. Maintenant, après avoir donné ces quelques informations, je vais passer à la thématique principale qui fait un peu le lien entre la fin de la campagne et ce qui s'est passé. En fait, la thématique aujourd'hui, c'est quoi? Nous avons choisi de parler d'un thème très précis et nous l'avons intitulé « La nécessaire clarification du débat sur la conformité à la loi ». Nous en parlons pourquoi? Assez souvent, nous sommes revenus sur cette question et nous avons découvert une vidéo de l'OPE Vision dans laquelle, évidemment, il y a Madame Hermela Doukaga, qui est, semble-t-il, porte-parole adjoint du candidat président pour des questions politiques, mais qui est passée pour aborder cette question avec une journaliste. Et on a pensé qu'il fallait, à notre avis, que la question soit beaucoup mieux exploitée, qu'elle soit beaucoup mieux comprise, pour que l'on puisse avancer. La vidéo existe, mais j'ai entendu parler de critiques qui sont formulées à l'endroit du candidat Denis Sassou Nguesso, comme quoi il n'est pas en conformité avec la loi, etc. Et il y a comme des difficultés à répondre à la question. En tout cas, c'est moi qui ai posé ce problème, je l'ai posé depuis longtemps. Il y en a certains qui ont fini par suivre la démarche, mais l'ayant posé, je vais essayer d'apporter la clarification. Mais pour que les téléspectateurs comprennent bien ce qui se passe, il est bon, puisque nous avons fait la transcription, que nous fassions apparaître un peu les déclarations qui ont été faites par Madame Hermela Doukaga pour répondre aux questions qui ont été posées. Première question qui lui a été posée. La journaliste a dit ceci, bon, nous poursuivons sur une autre thématique, celle des conflits et des critiques formulées à l'endroit du candidat. Il y a 2 semaines environ,
un opposant a accusé le candidat d'être en situation d'anticonstitutionnalité au motif qu'il est également président du PCT, Parti congolais du travail, évoquant une prétendue violation de l'article 80 de la Constitution que vous avez cité plus tôt. Quelle est votre réponse à cette accusation? Alors, Madame Hermela Doukaga répond ce qui suit. Au-delà des paroles convenues, il faut faire attention au débordement médiatique, surtout avec le développement des réseaux sociaux. Ces derniers arrivent même à menacer l'exercice de la fonction présidentielle. Et en ce qui nous concerne, je répondrai qu'il y a beaucoup de malveillance gratuite autour du mandat de notre candidat. C'est un processus infernal sans arrêt qui rabaisse la République. Ah bon? Et la journaliste lui a posé la deuxième question. Sur le plan juridique, comment vous analysez cette accusation? Et Madame Hermela Doukaga répond ce qui suit. L'accusateur s'est basé sur les dispositions de l'article 80 de la Constitution du 25 octobre 2025. Ce qu'il n'a peut-être pas remarqué, c'est que cet article renvoie une certaine analogie avec l'article 105 en ce qui concerne les membres du gouvernement. Dans cet article, il est question de la notion d'incompatibilité, mais pas d'inéligibilité. Le candidat a beau être en position d'incompatibilité, mais il n'en demeure pas moins membre de son parti. Il est issu d'un parti politique. C'est ce parti qui l'a porté à la très haute fonction de président de la République. Et comme il est légaliste, il a à cœur de respecter la loi fondamentale. Eh bien, il s'est mis en situation d'incompatibilité. Je dis bien que Mme Hermela Doukaga déclare que le président de la République s'est mis en situation d'incompatibilité. Vous pouvez le vérifier. Il n'a jamais présidé une seule réunion politique. Il n'a jamais présidé un meeting. La Constitution a prévu les mécanismes de son autorégulation. S'il y avait un jour qu'il cesse avec ses fonctions de président de la République, eh bien, c'est tout naturellement qu'il regagnerait ses fonctions de responsable au sein de son parti. Donc, vous voyez, il y a de l'amalgame à ce niveau. Je répète que l'article 80 ou l'article 105 parle d'incompatibilité et non d'inéligibilité. Et la journaliste reprend la parole pour lui dire, concrètement, pour vous, cette question, est-ce donc un argument politique ou un argument juridique? Et Mme Hermela Doukaga répond, il s'agit ni plus ni moins d'une de ces nombreuses farces auxquelles sont habitués des personnages en quête de survie politique. Ça a été une incantation qui vise à détourner les Congolais des vrais sujets d'actualité. Alors, vous avez suivi le texte, il y a une vidéo qui existe là-dessus. Et je peux faire rapidement une petite synthèse, mais je ne rentrerai pas dans certaines considérations parce que je veux que le débat se déroule à un niveau extrêmement élevé. Je ne vais pas tomber parce qu'il s'agit d'un problème extrêmement important qui pose le problème de la conformité, de la non-conformité du président de la République, c'est-à-dire du candidat président Denis Sassou Nguesso, aux lois et règlements de la République en général et à la Constitution en particulier. Donc, quand je fais la synthèse, je me dis qu'il faut clarifier ces choses. Il faut que nous parlons de la même chose. Je suis heureux que Mme Hermela Doukaga ait déclaré que le président s'est mis en situation d'incompatibilité. C'est elle qui le dit, c'est pas Clément Miarassa. Et à partir de ce moment, elle a fait apparaître la notion d'inéligibilité, mais je crois que c'est ce que nous allons efforcer de voir, de regarder pour que nous avancions dans le débat. Donc, je pense que c'est le décor qu'elle a planté. En ce qui me concerne, après cette première partie qui concerne la transcription de ce qu'elle a déclaré, mais la vidéo, on peut la trouver sur les réseaux sociaux. Le deuxième aspect que nous allons aborder, c'est l'analyse des faits. Et lorsque nous parlons de l'analyse des faits, nous voulons faire quelques rappels.
Ces rappels, nous voulons nous baser sur des déclarations faites par l'opposant Denis Sassou Nguesso lors d'un meeting en novembre 1992. Et au cours de ce meeting, il a dit quoi? Il a dit, parce qu'il faut avoir cela à l'esprit pour bien suivre ce débat. L'opposant Denis Sassou Nguesso avait déclaré à l'époque, cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. Cependant est vrai le fait que je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Et il a terminé en disant ceci, jamais, jamais, nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Novembre 1992, Denis Sassou Nguesso prenant la parole au cours d'un meeting de l'URD-PCT au boulevard Alfred Raoult. Ça, c'est le premier élément que je vais apporter. Le deuxième élément que je vais apporter par rapport à cette analyse que nous allons faire, je veux bien restituer la déclaration que Clément Mirassa a faite, pas une seule fois. La journaliste a dit qu'il a fait la déclaration il y a 2 semaines. Non, il n'y a pas 2 semaines. Ce débat en ce qui concerne Clément Mirassa dure pratiquement depuis l'année 2020 et vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, dans sa déclaration, qui doit constituer la base même essentielle du débat, Clément Mirassa avait déclaré quoi? Clément Mirassa avait dit que le président Denis Sassou Nguesso est en situation difficile, délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Il n'est pas en conformité avec la loi depuis 2002. En effet, il est président du Parti congolais du travail en violation de l'alinéa 2 de l'article 80, selon lequel le mandat du président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Petit b, le président Denis Sassou Nguesso n'a jamais déclaré son patrimoine depuis 2002, conformément aux articles 48 de la Constitution du 20 janvier 2002 et 55 de la Constitution du 25 octobre 2015, selon lesquels tout citoyen élu ou nommé à une haute fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci conformément à la loi. Et nous ajoutons d'ailleurs que dans la Constitution du 20 janvier 2002, l'article 48 disposait clairement que l'inobservation de cette disposition entraîne la déchéance de la fonction conformément à la loi. Et Clément Mirassa a continué. Ces deux situations, donc en nous compte que, basant que sur ces deux situations, nous disons qu'elles illustrent clairement que le président de la République a violé, sinon trahi, le serment qu'il a prêté, conformément à l'article 77 de la Constitution, de respecter et de faire respecter la Constitution. Voilà la déclaration de Clément Mirassa, comprise dans sa globalité. Évidemment, il y a d'autres éléments qui peuvent s'ajouter, parce que lorsqu'on parle de viol ou de la trahison de la Constitution, ça ne se limite pas seulement à ces deux aspects. Si on fait une analyse approfondie, il y a d'autres aspects qui peuvent apparaître clairement et qui peuvent être mis sur la table. Donc, c'est sur la base de cette déclaration que Clément Mirassa souhaite apporter une clarification. C'est pour ça qu'il souhaite faire le décryptage de sa position, de la position qu'il a faite. Et il va commencer par le premier point, c'est-à-dire que le président de la République est président du Parti congolais du travail en violation de la loi. Je crois que la Constitution est là, mais si j'en ai besoin, je vais y avoir recours. Mais si je parle de l'article, de cet aspect du président de la République qui est président du Parti congolais du travail, je m'en réfère aux travaux du Congrès
5e congrès ordinaire du PCT qui s'est tenu en décembre 2019 sous la présidence de Pierre Ngolo, qui était à l'époque secrétaire général du PCT et en même temps président du Sénat. L'une des déclarations faites par Pierre Ngolo est celle-ci. Les 2588 congressistes ont décidé unanimement que le camarade Denis Sassou Nguesso soit reconduit à la tête du comité central du parti et qu'il soit notre candidat à l'élection présidentielle de 2021. Donc, je répète, les 2588 congressistes ont décidé unanimement que le camarade Denis Sassou Nguesso soit reconduit à la tête du comité central du Parti congolais du travail. Et quand on prend les statuts du Parti congolais du travail, je ne sais pas si c'est ceux de cette époque, l'article 37 dit clairement que le président du comité central est le président du parti, c'est-à-dire qu'il est en réalité le président du Parti congolais du travail. L'article 20 de la Constitution, il est là. Et on peut d'abord analyser cet article. On peut déjà analyser cet article. Mais avant d'analyser cet article, il faut dire qu'en reconduisant le président Denis Sassou Nguesso comme président du comité central, c'est-à-dire président du Parti congolais du travail, le Parti congolais du travail viole, je dis bien, viole la Constitution, c'est-à-dire l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution, mais il viole aussi l'article 26 de la loi 20-2017 du 12 mai 2017, selon laquelle les partis ont le devoir de se conformer à la Constitution. Donc cet aspect fait apparaître déjà la non-conformité à la loi du Parti congolais du travail, aspect sur lequel nous sommes régulièrement revenus. Et Mme Doukaga, dans son développement, dit que dans tous les cas, le président n'a jamais présidé une réunion politique, qu'il n'a jamais présidé un meeting, mais les statuts sont clairs. L'article 80 est clair. Et je vais me permettre de le retrouver, l'article 80, l'alinéa 2 de l'article 80. L'alinéa 2 dit ceci. Le mandat du président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Et ça veut dire que le président de la République ne peut pas être président du Parti congolais du travail. Parce que président du Parti congolais du travail, c'est une responsabilité au sein du parti politique. Comment on fait? Et pour essayer de justifier ça, Mme Hermela Doukaga dit, il n'a jamais présidé une réunion politique, il n'a jamais présidé un meeting politique. Mais ça veut dire que c'est certainement là où elle va parler de la malveillance ou d'un certain nombre de choses. Mais le président Sassou a posé des actes qui montrent bien qu'il accomplit bien cette fonction. Il accomplit bien cette fonction. Parmi les actes que nous pouvons avoir entre nos mains, nous avons cette lettre. Cette lettre, je ne sais pas si elle est ici, mais je vais vous en faire le commentaire. Cette lettre est du 26 octobre 2022. Le président du comité central du Parti congolais du travail, objet félicitations, au camarade et secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois. La lettre est là, la signature est là. Le président du comité central a signé, c'est Denis Sassou Nguesso. Il remplit bien sa fonction. Quand je prends une autre pièce, une lettre adressée par le secrétaire général du PCT au secrétaire général de l'African National Congress à Johannesburg. Au 3e paragraphe, je lis ceci. Au nom du camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central du Parti congolais du travail, président de la République, chef de l'État, je suis heureux d'adresser mes chaleureuses félicitations à l'ANC et à son président, son Excellence Cyril Ramaphosa. Les documents sont là.
Mais je m'en voudrais si je n'allais pas jusqu'au bout de la logique. J'ai sous mes yeux les documents du PCT. J'ai sous mes yeux le rapport de Pierre Moussa, secrétaire général à l'ouverture du 6e congrès ordinaire. J'ai sous mes yeux le message du président du comité central au 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail. Mais ces documents font apparaître clairement que Denis Sassou Nguesso est bien le président du comité central du Parti congolais du travail. Tous préoccupés par la détermination à faire du congrès du cinquantenaire du Parti congolais du travail un grand rendez-vous qui conforte le rassemblement et la mobilisation des forces autour du camarade président Denis Sassou Nguesso, président du comité central pour de grands combats à venir. Je ne comprends pas les débats, la malveillance. Je ne comprends pas. Parce qu'en matière de droit, il est bon toujours d'avoir la preuve. Je ne suis pas juriste, mais du moins c'est le peu que j'ai appris. Et dans ce domaine, nous avons un certain nombre de preuves qui nous font apparaître clairement. Mais pourquoi ça pose problème? Mais parce que ça fait apparaître à la fois que le président de la République et le Parti congolais du travail ont violé la Constitution. C'est clair. C'est clair qu'ils ont violé la Constitution. Mais Clément Mirassa, en tant que citoyen, ne s'est pas arrêté là. Qu'est-ce qu'il a fait, Clément Mirassa? Clément Mirassa, en juin 2020, en tant que citoyen, a introduit un recours en inconstitutionnalité de l'élection ayant conduit à la reconduction de Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire président du Parti congolais du travail. La requête existe, le texte existe. Et la Cour constitutionnelle ayant examiné ce recours a fini par prendre la décision numéro 005/DCC/SVA/20 du 31 juillet 2020 par laquelle elle s'est déclarée incompétente. Et en se déclarant incompétente, elle a choisi d'en faire une notification au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, au premier ministre et chef du gouvernement, au ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et au ministre chargé de la justice. Donc, toutes ces autorités sont informées depuis août 2020 que le président Denis Sassou Nguesso a violé la Constitution et que le Parti congolais du travail a violé la Constitution. Et en ayant saisi la Cour constitutionnelle, nous avons là une référence de poids. Mais ce qu'on peut constater, c'est quoi? Mais c'est que depuis le 31 juillet 2020, rien n'a bougé. Aucune institution ne s'est préoccupée de l'information, sinon de la notification qui a été faite par la Cour constitutionnelle pour faire apparaître que le président Denis Sassou Nguesso est président du Parti congolais du travail. En d'autres termes, on peut faire une tournure pour dire que selon notre constitution, le président Denis Sassou Nguesso ne peut pas être président du Parti congolais du travail. Ça se passe en 2019, en 2020. Mais figurez-vous que lors du dernier congrès, le 6e, celui qui s'est tenu en décembre 2025, mais on a reconduit. J'ai le texte également, le texte c'est du PCT. Les congressistes ont également pris la décision historique d'investir le camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central, comme candidat du Parti congolais du travail à l'élection présidentielle de mars 2026. Ils l'ont également élevé à la dignité politique de très grands camarades. C'est pas Mirassa. Ce sont des textes, ce sont des preuves. Tout ça nous amène sur ce point à quelle conclusion? La conclusion est simple. Le président de la République a violé la Constitution en étant
président du Parti congolais du travail. La Constitution, nous l'avons changée, semble-t-il, en 2015, mais on ne l'a pas changée pour qu'elle soit violée. On ne l'a pas changée pour qu'elle soit violée. Donc, sur ce point, au-delà des arguments, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de ces arguments, au-delà des arguments développés par Hermela Doukaga, la conclusion à laquelle on arrive, c'est que le président Denis Sassou Nguesso a violé l'alinéa 2 de l'article 80 qui stipule clairement que le mandat du président de la République est également incompatible avec toutes les responsabilités au sein des partis politiques. C'est vrai que Mme Doukaga a déclaré que le président avait choisi l'incompatibilité, mais s'il a choisi l'incompatibilité, c'est qu'il a choisi de violer la Constitution. Et s'il a choisi de violer la Constitution, je le ramène à ce qu'il avait déclaré lui-même en 1992, à savoir, cependant vrai le fait que je n'accepterai jamais que la Constitution soit violée. Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrai accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais, jamais, jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Vous voyez bien qu'il y a un paradoxe. On a dit une chose et dans le fond, on vit également une autre chose. Et je crois que c'est extrêmement préoccupant. C'est extrêmement préoccupant. Donc, à travers cet album, maintenant, ce que j'ai constaté par rapport à la déclaration que j'ai faite, mais c'est que Madame Hermela Doukaga n'a pas voulu aborder les autres aspects de la déclaration de Clément Mirassa. L'autre aspect, c'est quoi? C'est que depuis 2002, le président Denis Sassou Nguesso n'a pas déclaré son patrimoine conformément à l'article 48 de la Constitution du 20 janvier 2002. Il n'a pas déclaré son patrimoine par rapport à l'article 55 de la Constitution du 25 octobre 2015. Mais les preuves sont là. On peut me dire quelles sont les preuves que vous avez. La première preuve, c'est que pendant de nombreuses années, on n'arrivait pas à faire cette déclaration de patrimoine sous le prétexte fallacieux qu'il n'y avait pas de texte d'application. Mais le texte d'application qui devait le prendre, mais c'est le gouvernement, sous la responsabilité du président Sassou. Et il devait être pris quand? Il devait être pris pendant la période de transition, initialement prévue pour 3 ans, mais qui en a duré 5. Ce qui fait que lorsqu'il y a eu le vote, l'adoption de la Constitution le 20 janvier 2002, qui prévoyait cette disposition, mais entre le 20 janvier 2002 et le 14 août 2002, date de prestation de serment du président de la République, mais les textes d'application devaient être pris. Qu'est-ce qui n'a pas permis la prise du texte d'application? Mais pour votre information, je dis, dans son livre 800 jours à la fonction publique, notre défunt frère Nchaïpia avait clairement déclaré qu'à plusieurs reprises, il avait amené ce texte au Conseil des ministres, mais les barons du pouvoir ne voulaient pas. Mais lorsqu'on prend le programme d'action gouvernementale, Colline Makosso nous a dit quoi? Il nous a dit que d'abord la déclaration de patrimoine, c'était une disposition constitutionnelle. Et ensuite, il disait, plus qu'une preuve de transparence, il s'agissait beaucoup plus d'une preuve de bonne gouvernance, de lutte contre l'enrichissement illicite et de lutte contre la corruption. Mais si on n'y a pas accordé l'importance
On fait comment? De sorte que lorsque le président Sassou prête le serment le 14 août 2002, mais il n'a pas déclaré son patrimoine, alors que l'article 48 dit bien que tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique doit déclarer son patrimoine lors de la prise de fonction et à la cessation de celle-ci. Maintenant, on peut continuer puisqu'il est resté si longtemps. À la fin de son mandat, en 2009, est-ce qu'il a, il a fait une déclaration de patrimoine? Non. Il reprend un nouveau mandat. Est-ce qu'il y a une déclaration de patrimoine? Non. Le mandat se termine en 2016. Est-ce qu'il y a une déclaration de patrimoine à la fin du mandat? Non. Un nouveau mandat commence en 2000. Donc, on fait le cycle. Et dans tous les cas, ceux qui seraient tentés de poser la question sur les preuves, mais moi, je leur dirais que le fameux texte d'application qui était attendu pour permettre, dit-on, la déclaration de patrimoine, mais il a été pris en février 2019. Ce qui fait que sans texte d'application, il ne pouvait pas être possible au président Sassou de faire la déclaration de patrimoine en 2002, en 2009 et en 2016. Et quand bien même le texte a été pris en 2019, mais quand il est élu en 2021, mais il ne fait pas la déclaration de patrimoine, mais le texte d'application existe déjà. Et là, la preuve, c'est quoi? Mais c'est que le décret qui est relatif à la loi, justement, 4, je crois, 2019, de février 2019, le texte d'application de cette loi fait apparaître clairement que lorsque vous faites votre déclaration de patrimoine, mais le président, la Cour suprême, vous remet copie d'un récépissé et envoie au journal officiel une copie du récépissé pour que cela apparaisse au journal officiel. Trouvez-moi le journal officiel. Il apparaît que le président Denis Sassou Nguesso a déjà fait une déclaration de patrimoine. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc vous avez là un cas beaucoup plus clair. Et de manière simple, on dit, le président Sassou a violé la Constitution en 2002, en 2009, en 2016, en 2021, en n'obtempérant pas à la démarche de l'obligation de la déclaration de patrimoine pour tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction. Là aussi, c'est clair comme de l'eau de source. Je souhaite que Mme Hermela Doukaga relise la Constitution, tant celle du 20 janvier 2002 que celle du 25 octobre, pour voir que les articles 48 et 55 sont clairs et pour constater que le président Denis Sassou Nguesso n'a pas fait de déclaration de patrimoine. Pourquoi on parlerait de malveillance à l'endroit de Clément Mirassa à l'endroit du président de la République, si Clément Mirassa n'a fait que constater un fait que même les institutions de la République qui sont chargées de veiller au fonctionnement régulier de l'État et qui sont chargés, notamment pour l'Assemblée nationale et le Sénat, de jouer le rôle de contre-pouvoir. Elles n'ont pas joué ce rôle. Mais ce n'est pas la faute de Clément Mirassa. Je suis la télévision, il y a régulièrement des interpellations du gouvernement, questions orales au gouvernement. Pourquoi ces questions-là n'ont jamais été posées? Pourquoi pendant 24 ans, le président Sassou n'a pas déclaré son patrimoine? Et pendant 24 ans, le Sénat et l'Assemblée nationale n'ont absolument pas fait remarquer ça pour qu'on rentre dans l'ordre normal. Vous voyez bien qu'il s'agit d'un système pour lequel nous avons fait apparaître régulièrement que la préoccupation essentielle, c'était beaucoup plus celle de la conservation du pouvoir qu'autre chose. Maintenant, une fois qu'on a fait cette constatation, qu'il faut apparaître clairement que le président de la République a violé. Pourquoi j'aurais peur de le dire, puisque c'est mon droit en tant que citoyen de faire remarquer cela. Ce n'est pas un manque de respect. Ce n'est pas une malveillance. Ce n'est pas une recherche de survie politique, mais c'est au contraire un problème extrêmement important pour la vie politique de notre pays. Le président viole la Constitution. Alors, la Constitution, c'est l'acte juridique suprême d'un État. C'est clairement le texte suprême qui se trouve tout en haut de la hiérarchie des normes.
Et d'ailleurs, l'ensemble des règles d'un État doivent lui être conformes. Que contient donc la Constitution ? Dans une Constitution, on trouve principalement deux types de règles. On trouve tout d'abord les règles qui déterminent la forme de l'État, qui déterminent l'organisation des pouvoirs publics, qui déterminent les conditions d'exercice du pouvoir. Concrètement, la Constitution prévoit ainsi l'organisation politique, en quelque sorte, du pays. Elle précise aussi quel est le rôle et les missions de chacun des organes d'un État. Par exemple, c'est la Constitution qui précise que la France est une république laïque, indivisible, etc., qu'elle est dirigée par un président de la République élu pour 5 ans au suffrage universel direct. C'est aussi la Constitution qui indique que la loi est adoptée par le Parlement selon telle procédure. La Constitution nous informe de quoi est composé le Parlement, en l'occurrence de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle précise par exemple comment sont élus les députés et les sénateurs. Elle parle également des pouvoirs du Parlement, du Premier ministre, etc. En bref, la Constitution fixe les règles d'organisation du pouvoir dans un État. C'est donc le premier type de règles que l'on peut trouver dans une Constitution. Ensuite, le deuxième type de règles que l'on trouve dans une Constitution, ce sont les règles relatives à la protection des droits fondamentaux des individus. En France, c'est la Constitution du 4 octobre 1958 qui fixe les règles d'exercice du pouvoir sous la Ve République. Alors, cette Constitution de 1958 comporte un préambule, une sorte d'introduction, et 89 articles. Dans ces articles, on trouve toutes les règles sur l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, qui c'est le président de la République, le Premier ministre, le Parlement, etc., le gouvernement, etc. Mais, dans le texte même de la Constitution, on ne trouve pas de protection, à proprement parler, des droits fondamentaux. Et c'est la raison pour laquelle d'autres textes fondamentaux, qui protègent, eux, les droits fondamentaux, ont acquis une valeur constitutionnelle grâce à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. C'est notamment le cas de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui consacre certains droits fondamentaux comme la liberté d'expression, le droit de propriété, etc. C'est aussi le cas du préambule de la Constitution de 1946, qui a été intégré par le Conseil constitutionnel, le bloc de constitutionnalité, et donc ce préambule de 46, de la Constitution de 46, consacre certains droits sociaux, comme par exemple le droit de grève. Tout cela forme ainsi ce que l'on appelle le bloc de constitutionnalité. Et pour assurer le respect donc de la Constitution, de ce bloc de constitutionnalité, un contrôle est effectué par un organe particulier, le Conseil constitutionnel. Et ce contrôle est appelé donc assez facilement, assez simplement, le contrôle de constitutionnalité. Et il la viole pendant près de 24 ans. Où sont les institutions? Alors elle a parlé que la Constitution a prévu des mécanismes d'autorégulation. Mais je ne vais pas rentrer dans ce débat. Mais j'en viens. Lorsqu'on prend ces deux constats, à savoir le fait que le président de la République est président du Parti congolais du travail, à savoir le fait que le président de la République n'a pas déclaré son patrimoine depuis 24 ans. Mais la réponse est immédiate. Le président de la République a violé le serment qu'il a prêté conformément à l'article 77 de la Constitution, de respecter et de faire respecter la Constitution. Et je peux même dire, au lieu de dire tout simplement qu'il a violé, je dis qu'il a trahi le serment qu'il a prêté. Lorsque je parle de la trahison du serment, je ne parle pas d'une éligibilité, mais je dis qu'il a violé le serment qu'il a prêté. Et dans certains pays, c'est une situation extrêmement grave. Au Congo, ça semble quelque chose de toléré, alors qu'on ne devrait pas du tout le tolérer. On ne devrait pas du tout le tolérer. Alors, que faisons-nous? On reprocherait donc à Mirassa d'avoir constaté que le président de la République et le Parti congolais du travail ne sont pas en conformité avec la loi. Je comprends qu'on puisse nous le reprocher, puisque le ministre de l'Intérieur prend des arrêtés, à l'instar de l'arrêté 1726/MID/CAB du 30 juin 2025, dans lequel, et ce n'est pas le premier texte,
Le Parti congolais du travail, qui n'est pas en conformité avec la loi, est reconnu en tête de liste des partis par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Et ça a des répercussions au niveau de la loi électorale. Je crois que c'est l'article 28 de la loi électorale qui dit que ne prennent pas le revenu électoral que des partis qui sont légalement constitués. Et si je prends cette démarche, mais je peux aller à la conclusion que le Parti congolais du travail n'est pas un parti légalement constitué. Et comment ça se fait que non seulement il est reconnu, mais en plus, il participe aux réunions électorales, il organise des grands meetings. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le PCT, le président de la République, ne respecte pas la loi pour une constitution qu'on a adoptée. Et ils sont au-dessus de la loi. Ils sont au-dessus de la loi. Maintenant, une fois que j'ai abordé ça, je pense que c'est assez clair. Je passe à l'autre aspect. L'autre aspect, il s'agit de quoi? Il s'agit de ce que le 14 janvier dernier, Clément Mirassa a introduit un nouveau recours à la Cour constitutionnelle pour l'interprétation de l'article 95, alinéa 2 de la Constitution, qui dispose que la responsabilité pénale du président de la République peut être engagée en cas de manquement grave à ses devoirs, manifestement incompatible avec l'exercice de sa haute fonction. Nous avons saisi la Cour constitutionnelle. Nous avons motivé sur la base des deux arguments forts que nous avons évoqués, à savoir que le président de la République est président du Parti congolais du travail, à savoir que le président de la République n'a jamais obtempéré à l'obligation de la déclaration du patrimoine. Nous avons voulu le faire en nous basant sur l'article 180 de la Constitution qui donne la possibilité à chaque citoyen d'intervenir de cette manière. La Cour constitutionnelle a examiné notre recours et elle s'est basée sur l'article 36 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle pour faire apparaître que pour les problèmes de recherche et d'interprétation au niveau de l'anticonstitutionnalité, il n'y a que le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre et chef du gouvernement qui sont habilités. Et la Cour constitutionnelle s'est basée sur ça pour déclarer le recours irrecevable. Mais nous, on s'est basé sur l'article 180 de la Constitution. Mais en déclarant le recours irrecevable, la Cour constitutionnelle a pris en fait la décision numéro 003 DCC/SVA/26 du 6 février 2026, dans laquelle le recours est déclaré irrecevable. Mais écoutez bien, la Cour constitutionnelle a pris le soin d'en faire notification au requérant que je suis, au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, au premier ministre et chef du gouvernement, au ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, au garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits humains, de la promotion des peuples autochtones, au ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Donc, toutes ces hautes personnalités sont informées qu'un citoyen a introduit un recours qui pose fondamentalement des problèmes de fond. Les problèmes de fond, pour que ce soit clair dans l'esprit des uns et des autres, il se limite en deux questions. La première question, il est demandé à la Cour constitutionnelle de dire si en étant président de la République et président du Parti congolais du travail, si le président de la République commet une faute grave, ou plutôt si c'est une situation de haute trahison. Première question. Deuxième question. Est-ce qu'en n'obtempérant pas à l'obligation de déclaration de patrimoine depuis 2002,
le président de la République est-il en situation de faute grave ou il est en situation de haute trahison? Voilà les problèmes de fond. Donc, ce n'est pas parce que la Cour constitutionnelle a déclaré le recours de Clément Mirassa irrecevable que les problèmes de fond ont été réglés. Les problèmes de fond ne sont pas réglés. Et les autorités qui ont été citées là-dedans, qui jouent un rôle important dans le fonctionnement de l'État et des institutions, savent correctement qu'il y a des problèmes de fond qui ont été posés, qui se ramènent à la question de savoir si le président de la République est en situation de faute grave ou s'il est en situation de haute trahison. Voilà le débat, où est-ce que ça nous mène. Et voilà le débat, où est-ce que ça nous conduit. Alors c'est pour ça que lorsque j'ai suivi Madame Hermela Dukaga parler de malveillance, non, c'est pas ça, ma sœur. Dans le domaine du droit, la langue du droit ne sait pas. Et ce que j'ai retenu dans le droit, c'est qu'en matière de droit, on a tendance à rechercher la preuve. Et la preuve, elle est extrêmement importante pour faire la démonstration dans ce genre de situation. Donc, pour arriver un peu à faire la synthèse de tout ce que je viens de dire, je dirais tout simplement que par rapport à tout ce qui a été dit, ce n'est pas un manque de respect à l'endroit du président de la République. Ce n'est pas une recherche de malveillance. Ce n'est pas un but inavoué de poser des problèmes au fonctionnement d'une institution comme la présidence de la République. Mais c'est un problème précis qui est posé. Et ce problème a des réponses précises à travers ce que je viens de vous dire. Ce que je viens de vous dire se résume en quoi? La première chose, c'est que le président de la République a violé, de la même façon que le Parti congolais du travail, a violé l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution, qui dit clairement que le mandat du président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Et je crois que tout le monde peut percevoir qu'être président du Parti congolais du travail, c'est occuper une haute responsabilité au sein de ce parti politique. Personne ne peut le nier. Le deuxième aspect que je vais relever, c'est qu'en n'obtempérant pas à l'obligation de déclaration de patrimoine, conformément aux articles 48 de la Constitution du 20 janvier 2002 et 55 de la Constitution du 25 octobre 2015, mais le président de la République a violé la Constitution. Mais la Constitution est là, chacun peut la lire. Pourquoi les gens veulent prêter des mauvaises intentions à Clément Mirassa? Le reproche qu'on lui fait, c'est d'avoir constaté ça. Mais si on parle, mais pourquoi chaque fois que le président a fait un message sur l'état de la nation, pourquoi il n'a jamais relevé cet aspect, y compris les aspects qui touchent au fonctionnement des institutions? Vous voyez bien qu'on a des problèmes au niveau du fonctionnement des institutions de notre pays et que ces choses devraient être corrigées. Ces choses devraient être corrigées. Pourquoi on ne l'a pas fait? Donc, une fois que j'ai abordé ce problème, après avoir évoqué ces aspects, je suis sur le fait que le président de la République a violé, sinon trahi, les serments qu'il a prêtés de respecter et de faire respecter la Constitution. Mais sur ce domaine, on peut approfondir les réflexions et puis faire apparaître un certain nombre d'aspects à notre avis. Mais l'aspect important qu'il faut, et c'est ça peut-être qui choque certains de nos compatriotes, notamment ceux qui soutiennent le président Sassou, il faut que les Congolais sachent, y compris les militants du PCT, les militants de la majorité présidentielle, que le 15 mars 2026, lorsque le président Denis Sassou Nguesso va aller au vote et lorsque le scrutin va se dérouler, il faut que les Congolais sachent que le président de la République n'est pas en conformité avec la loi, qu'ils sachent que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. C'est pas une invention, c'est une relecture et une analyse des textes que nous avons là. Mais s'agissant de cette situation, c'est pas la première fois que ça se présente. Lorsque le président de la République s'est présenté à l'élection en 2009, c'était la même chose. En 2016, bien qu'on ait procédé au changement de constitution en 2015, mais il s'est présenté n'en étant pas en conformité avec la loi. En 2021, il s'est présenté en n'étant pas
en conformité avec la loi. Et quand on va en sortir, comment ça va se dérouler? Mais il faut que nous sachions. Il faut que nous sachions. Mais sur ces problèmes, si on veut agir conformément aux lois et règlements de la République avec rigueur, dans la transparence, mais on doit agir sans complaisance. On doit agir sans complaisance. Et je dois vous dire que lorsqu'on prend la loi qui est portant l'obligation de déclaration de patrimoine, mais dans son article 12, mais il est dit clairement, il est prévu des sanctions pour les cas de non-déclaration de patrimoine, de dissimulation de patrimoine et autres. J'ai le texte, il est là. L'article 12 de cette loi dit ceci. Tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique, visant l'article 5 de la présente loi, n'ayant pas fait de déclaration de patrimoine ou ayant fait une fausse déclaration de patrimoine ou dissimulé tout ou partie de son patrimoine au moment de la déclaration initiale ou de la cessation de fonction, est puni d'une amende pouvant atteindre le quart de la valeur du patrimoine dissimulé. Dans ces conditions, à la diligence du procureur général près de la Cour suprême, celui-ci est mis en accusation pour défaut de déclaration de patrimoine par le procureur de la République du ressort territorial de sa fonction. Toutefois, si du fait de sa fonction, celui-ci n'est justiciable que devant la haute cour de justice, il sera mis en accusation à la diligence du procureur général près la Cour suprême par le Parlement réuni en congrès, statuant par un vote au scrutin secret la majorité des diétaires de ses membres. La mise en accusation ou la saisine du Parlement en vue d'une mise en accusation est précédée de la mise en demeure du citoyen concerné, mentionnant la sanction encourue par celui-ci. La mise en demeure ne peut excéder 2 mois. Dans tous les cas, le procureur général près la Cour suprême est tenu d'ouvrir une enquête pour évaluer le patrimoine réel de l'intéressé. Vous voyez bien que la loi est claire. La loi est claire. Donc, je voulais dire à Mme Hermela Doukaga, je voulais dire à travers elle à l'ensemble des militants du PCP et de la majorité présidentielle qu'il ne s'agit pas d'une démarche tendant à la malveillance, tendant à nuire, non. Il s'agit de veiller à ce que les institutions fonctionnent normalement. Et poser la question au ministre de l'Intérieur, puisqu'il prend des textes pour reconnaître les partis, y compris les partis qui ne sont pas conformes à la loi. Mais on force le jeu démocratique, on force le jeu des élections. Et cette élection est faussée, pourquoi? Mais parce que le Parti congolais du travail, conformément à l'article 31 de la loi 20-2017 du 12 mai 2017, relative aux partis politiques, aurait dû être suspendu. Et ces locaux auraient dû être fermés provisoirement. Par qui? Par le ministre chargé de l'administration du territoire. Là encore, c'est une loi que le ministre Moulou a initiée et défendue au Parlement, mais qui ne respecte plus. Qui ne respecte plus. C'est pour ça que quelqu'un comme moi, parlant de l'élection qui va se dérouler le 15, qui va se dérouler demain, mais je parle d'un hold-up électoral, sinon d'un coup d'État constitutionnel. C'est-à-dire que cette élection se déroule dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. Et ça me fait revenir à la déclaration que le président Sassou avait faite en 92. Jamais, jamais nous n'accepterons que soit organisée dans notre pays une élection hors la loi. Et en 2023, il a ajouté dans son message sur l'état de la nation que nos difficultés de l'heure ne doivent pas nous amener à emprunter le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. Et lorsqu'on constate que le président Sassou n'a pas déclaré son patrimoine, qu'il a violé la Constitution, qu'il a trahi le serment qu'il a prêté, on dit que les gouvernants congolais ont choisi malheureusement le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. C'est pour ça que je vais en venir
à la conclusion. Je ne serai même pas long, s'agissant de la conclusion, puisque l'essentiel a déjà été dit. Je dirais tout simplement que ça ne fait que me conforter dans la déclaration que j'ai déjà faite, à savoir que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est en situation difficile, délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Le disant, je continue en disant que le président de la République et le Parti congolais du travail ne sont pas en conformité avec la loi. Que faire? Parce que le 12 juillet, le préfet, directeur général de l'administration du territoire, avait dit au parti qui, soi-disant, selon lui, n'était pas conforme à la loi, et qu'il n'était ni suspendu, ni sanctionné, mais qu'il fallait se conformer à la loi. Et moi, j'ai fait quelques jours plus tard une déclaration pour dire que ce qui était dit pour les partis valait également pour le président de la République et pour le Parti congolais du travail. Malheureusement, je constate, plusieurs mois après, que ni le Parti congolais du travail, ni le président de la République n'ont daigné prendre les dispositions pour se conformer à la loi. Donc, chers téléspectateurs, chers compatriotes, il s'agit là d'un problème extrêmement sérieux qui nous amène à ce que l'on réponde aux problèmes de fond que Clément Mirassa a posé dans son recours qui a été déclaré irrecevable. Dans la situation dans laquelle se trouve le président Denis Sassou Nguesso, a-t-il commis des fautes graves ou est-il en situation de haute trahison? Et c'est ça, Madame Hermela Kitada, le débat qui est extrêmement important pour le Congo, pas seulement aujourd'hui, mais y compris pour son avenir. Y compris pour sa avenir. C'est pour ça que lorsque j'ai parlé du cas de notre compatriote Guy Mayolas, qui est condamné à la prison à perpétuité, j'ai dit que la justice ne doit pas être sélective. Elle ne doit pas avoir plusieurs vitesses. Et on doit chaque fois savoir, chaque fois qu'on est présent, qu'on a ces problèmes devant soi, on doit savoir que la loi est dure, mais c'est la loi. Elle doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur. Nul n'est au-dessus de la loi. Le président de la République n'est pas au-dessus de la loi. Le Parti congolais du travail n'est pas au-dessus de la loi. Et je crois que la responsabilité des gouvernants, c'est de veiller à ce que l'on respecte la Constitution et qu'on mette tout en œuvre pour faire respecter la Constitution. Chers compatriotes, c'est sur ces mots que je termine cette émission d'aujourd'hui, tout en vous remerciant pour votre aimable attention et en espérant que la semaine prochaine, je crois que ça sera le samedi 21, après l'élection présidentielle, nous nous retrouverons pour une nouvelle émission Grand Angle. Merci et à très bientôt.